Mesdames, Messieurs, bonsoir. 8 mois déjà que Kamel Edey a signé son premier ouvrage de mathématiques, Collection Sonore, en terminale C, D et E. Une publication qui est d'ailleurs appréciée par tous les membres de l'enseignement en mathématiques au Bénin. Loin d'être anéanti dans son élan, il affiche une détermination à toute épreuve. Aujourd'hui, avec le jeune écrivain, nous apporterons sa vision et les grandes questions qui engagent le présent et l'avenir du système éducatif au Bénin. Et sur ce plateau, je suis avec Brice Nato. Brice Nato, bonsoir. Bonsoir, M. Adandé. Brice Nato a souvent suivi M. Kamel Edey durant toutes ses publications. Effectivement. Kamel Edey, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre appel. Bonsoir, M. Adandé, c'est moi qui vous remercie. Brice Nato. Merci, M. Adandé, encore une fois. Bonsoir, M. Kamel Edey. Je vous salue sur ce plateau, encore une fois. Kamel Edey, nous allons maintenant démarrer cet entretien avec les grands débats actuels que soulèvent vos publications. Objectif crucial poursuivi par le jeune scientifique ici présent, quelquefois fragilisé dans son dynamisme, il essaie de réfléchir inlassablement pour la naissance de nouveaux espoirs en mathématiques au Bénin et en Afrique principalement. Kamel Edey, l'année scolaire prend fin bientôt. Nous sommes en mai, en juin, les élèves passeront leurs examens et iront en vacances. Dites-nous, quel bilan pouvons-nous faire de votre premier ouvrage signé Collection Sonore que vous avez dernièrement publié pour les élèves de la terminale C et D? Pensez-vous vraiment que cette publication a été une réussite parfaite? Ça a été un secours pour les élèves de la terminale C et D? Merci. L'homme a eu le mérite de révéler les failles d'un système et d'en apporter spontanément des solutions. Ça fait bientôt 2 ans et demi que je prenais par le haut et par le bas le programme de mathématiques en terminale C sur lequel je m'étais mis à réfléchir. Vous le savez autant que moi, le sort des classes terminales, c'est dans nos différents pays et au Bénin en particulier. Alors, quand on revient un peu sur les bases, il n'est pas si difficile de comprendre qu'à un certain niveau, nos apprenants manquent des ressources nécessaires qui devraient les accompagner dans leurs études. Les plus grands documents de référence que notre ère est connue sont les manuels SIAN qui ont été rédigés pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Bien sûr francophones. Et ces manuels sont apparus et sont venus apporter un grand soulagement dans l'enseignement secondaire. Mais avec le temps, les manuels SIAM ont montré leurs limites. C'est là qu'est venue l'idée de rédiger les manuels Collection Sonore. Je vais y revenir un peu plus tard. Et je vais vous donner un exemple qui montre combien j'avais raison de publier les manuels Collection Sonore. Vous savez, on a eu à commander 500 exemplaires, juste 500 exemplaires pour les livres, pour une estimation de 1500 apprenants en terminale C au Bénin. Puis, c'est un nouveau livre pour lequel on n'a pas eu à faire de publicité à la télé, un livre qui apparaît, donc techniquement, théoriquement, personne ne sait s'il y a un tel livre. Mais en moins de 3 mois, on a connu une rupture de stock pour le document. Quand bien même on n'a pas eu à faire de publicité. Cela montre l'importance de la publication des manuels Collection Sonore, le besoin, l'importance du besoin donc, aux apprenants d'avoir un matériel didactique qui devrait les servir dans leurs études. Et donc, je peux dire actuellement que les apprenants ils sont soulagés de cette publication, puisque ça les apporte ce qu'il faut dans leurs études de quotidien. Mais est-ce que c'est parce qu'il s'agit des manuels de la collection Sonore ou bien un tout autre manuel pouvait connaître le même sort? Je pense peut-être que c'est le style peut-être dans lequel les manuels collection Sonore ont été rédigés. Je pense que c'est la particularité. Mais je ne vais pas dire que c'est mon manuel que c'est un manuel idéal, que c'est un manuel qui est au top et qui est incontournable. Non. Ce qui est là, a priori, c'est que c'est venu apporter un soulagement dans l'enseignement secondaire. Okay, mais ça a apporté un soulagement aux élèves et à l'enseignement des mathématiques.
Mais est-ce que vous, particulièrement en tant que en tant qu'auteur de ce manuel, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous êtes content après cette publication? Je ne vais pas dire que je suis content. Je ne vais pas dire non plus que je suis totalement satisfait. Je peux dire que ce qui a été fait est pas mal, que les travaux sont toujours en cours, et dans cette dynamique, je pense qu'on va pouvoir améliorer ce qui a été rédigé, surtout avec cette deuxième édition qui s'en apparaîtra. Mais dernièrement, vous avez fait des vidéos sur les réseaux sociaux annonçant des prochaines publications de 3 manuels pour les élèves de la terminale D et C distinctivement et ceux de la 3e. Que répondez-vous encore une fois de cette promesse que vous avez faite à l'endroit de nos chers élèves? Oui, effectivement, M. Nato, j'ai eu à promettre que je publierai dans les mois à venir 3 documents. Enfin, je l'ai dit, effectivement, ça c'est vrai. Il s'agira de découper les manuels collection Soron. C'était rédigé pour la terminale CDE, mais je vais découper ça en deux. Il y aura la version de la série D à part, il y aura la version de la série C, puis il y aura un nouveau livre pour la 3e. Je pense que je vais faire l'effort de délire. Donc vous avez encore cerné un besoin au niveau de la 3e, c'est ça? Oui. Quand les manuels collection Soron ont été mis sur le marché, on a connu une demande assez élevée au niveau des classes 3e, et c'est pour cela qu'on s'est engagé, on a décidé de rédiger un manuel aussi pour la 3e. Ah, tout à fait. On constate déjà que nos auditeurs sont à l'écoute, ils vous entendent déjà et ils attendent la réalisation de vos promesses. Nous allons poursuivre cet entretien sur un volet plus pédagogique. Vos dernières réflexions incarnent une pédagogie taillée en votre mesure. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de ce style de rédaction de la collection Sonon? Oui, monsieur Nato. Monsieur Adalès. Enfin, je vais pas présenter le manuel, le contenu de la deuxième édition de collection Sonon ce soir. On va laisser le jour des publications pour cela. Mais je vais faire un survol sur le style pédagogique. Alors, le programme à terminale C est constitué de 19 séquences d'apprentissage. 19 séquences d'apprentissage dans 3 situations d'apprentissage différentes. J'en ai rajouté une qui est les statistiques. C'est à l'idée que la série D utiliserait le document et aussi pour faire un document complet. Alors, quand on vient maintenant sur l'approche d'une séquence d'apprentissage, c'est ça qu'on appelle chapitre au niveau universitaire. Quand on vient sur ça, bon, je vais vous montrer quelque chose ici. Alors, ce que vous avez ici, par exemple, c'est la mise en page d'une séquence d'apprentissage. Ça, c'est juste une séquence d'apprentissage qui s'appelle système d'équation. Il y a une introduction qui aborde ce qui va être développé globalement dans la séquence d'apprentissage. Après cette introduction, il y a maintenant les objectifs d'apprentissage. Ce qui est de très important dans la pédagogie, c'est d'avoir un programme d'action. Le programme d'action, c'est ça qui constitue les objectifs d'apprentissage. Vous savez, les apprenants ne sont pas des machines qu'on peut manipuler comme on veut, où on fait un coup, un choix, et puis voilà, on donne 100 exercices pour demain. Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas toujours besoin de donner beaucoup d'exercices pour atteindre des objectifs chez quelqu'un. Il suffit juste de montrer à la personne, on veut que tu maîtrises telle ou telle chose. Et puis, en peu d'exercices, on peut, disons, voilà, englober les objectifs qu'on veut et on va pouvoir les atteindre. Donc, quand vous prenez le déroulement du cours, au début, vous avez les objectifs d'apprentissage. On va dire, l'élève doit savoir faire telle ou telle chose. Après ça, vous avez une deuxième partie qui concerne la théorie du cours. Là, il y a tout le cours qui est développé là, avec des méthodes, des sections qui abordent des méthodes de résolution des exercices. On appelle, il y a des trucs parfois théoriques, donc ce qui se fait dans la pratique. Donc, il y a des parties qui sont consacrées à ça. Maintenant, le grand travail est surtout fait au niveau des exercices d'apprentissage. Vous savez, nous sommes dans un programme donné. Avant, on était dans le programme intermédiaire. Aujourd'hui, on est dans l'approche par compétence, l'APC. Dans l'APC, ce sont les apprenants même qui doivent aller à la découverte des notions.
Mais comment les élèves, enfin, les exercices sont énoncés ici, oui. Parce que dans le programme intermédiaire, on va vous poser simplement des questions courtes, des questions que vous allez répondre simplement. Mais dans l'approche par compétence, on va vous mettre dans un contexte donné. C'est-à-dire, on va prendre voilà, une théorie mathématique, on va l'approcher de la réalité, de plus près de ce que nous faisons dans notre vie et pratiquer. Et là, à partir de ça, l'apprenant, ça l'oriente, ça lui montre voilà, les directives, ce qu'on peut faire avec les mathématiques dans la vie pratique. Et suite à ça, on peut maintenant donc, essayer de lui poser les différentes questions qui engagent le programme en vigueur. Donc si je comprends bien, votre manuel diffère de par sa rédaction des autres manuels sur le marché. Oui, vous savez, il y a des... Enfin, je n'ai pas encore vu, pour être honnête, je n'ai pas encore vu un manuel qui essaie de contextualiser les exercices comme je l'ai fait. Enfin, la première édition de collection sur ne s'était pas soucié de contextualiser des exercices de cette façon, mais plutôt de satisfaire un besoin qui était grandiose. C'était ça le souci. Actuellement, je fais ce grand travail, et vous savez, il y a différents types de contextes. Il y a des contextes qui vont essayer, par exemple, de briser la mémoire de l'apprenant. Monsieur Nato, en terminale C, par exemple, quand vous dites à un apprenant 1 plus 1 égale combien? Ça fait effectivement 2. Vous savez, en terminale C, pour apprendre à un apprenant que 1 plus 1 ne donne rien, il faut briser sa mémoire parce qu'il sait que 1 plus 1 égale 2, comme vous venez de le dire. Oui. Donc, parce que quand vous dites 1 plus 1 donne combien, il devra pouvoir vous dire qu'est-ce que vous entendez par plus. Parce que plus, on l'appelle loi, c'est une loi qui a été définie. Donc, l'apprenant on peut changer les propriétés de plus, de manière que ça donne par exemple 0. Donc l'apprenant doit se poser la question. Pour faire ça, il faut briser sa mémoire. Maintenant, il y a des contextes d'évaluation qui vont essayer d'approcher une théorie de la réalité. Il y a des contextes qui vont essayer de faire un bilan, une synthèse de tout ce qui a été vu au niveau dans la séquence d'apprentissage. Parfois, on peut les appeler des contextes de réinvestissement. Donc voilà en gros comment on peut approcher les exercices dans l'approche par compétence. Donc vous êtes en train de faire l'éloge de l'approche par compétence, alors que nos auditeurs, la population béninoise, surtout les parents d'élèves, les élèves aussi, ils sont contraires à cette approche par compétence, alors que vous êtes en train de faire l'éloge de cette démarche. Que répondez-vous à cela? Alors, M. Nato, c'est un grand débat, le problème de l'approche par compétence. En fait, je dis que l'idée qu'il y a derrière l'approche par compétence, c'est une idée vraiment extraordinaire. Peut-être que c'est parce que les gens ne comprennent pas encore, les gens n'ont pas suffisamment compris l'idée qu'il y a derrière la question. Vous savez, vous appelez qui les gens? Attendez, alors, c'est l'opinion que j'appelle les gens. Okay. Parce que l'opinion, vous savez, l'opinion, il faut se méfier quelquefois de l'opinion. Parce que l'opinion va vous tromper rapidement, puisque selon le grand Gaston Bachelard, l'opinion pense souvent mal. Elle ne pense pas. Alors, je vais vous expliquer la théorie de l'approche par compétence. Dans le programme intermédiaire, vous allez faire les mathématiques par-ci, par-là, puis au final, vous n'allez pas savoir quoi on va faire avec les mathématiques, par exemple. Quand les apprenants ne savent même pas. L'approche par compétence, M. Nato, si on vous dit que, bon, voici ce qu'on apprend, l'arithmétique par exemple. Vous voyez, on peut utiliser l'arithmétique en programmation, pour, disons, fabriquer des matériels, programmer des machines autonomes, programmer même des machines qui vont essayer de débiter des comptes à la banque. Quand on peut vous dire des choses comme ça, déjà ça oriente l'apprenant. Et à un moment donné, quand il finit sa formation, il peut orienter ses réflexions sur des choses pratiques. Mais le programme intermédiaire ne fait pas ça. C'est comme utiliser la probabilité pour pronostiquer. Voilà, vous voyez, voilà, des trucs comme ça, des trucs aussi amusants. Donc c'est un peu ça. Moi je trouve très intéressant. C'est peut-être la manière d'y prendre dans l'approche par compétence. Sinon, l'idée qu'il y a derrière ce programme, c'est très intéressant et je pense que tous les pays de la sous-région. Donc vous ne pensez pas qu'on devrait retourner au programme intermédiaire qui formait bien
les cadres intellectuels de notre société, puisque... Est-ce que ça les forme bien? Ouais, sinon ils sont des intellectuels très, très bien taillés sur mesure. Monsieur Nato. Alors qu'aujourd'hui, nous remarquons que les taux d'échec... Monsieur Nato, ne faites pas d'illusion ni de confusion. Vous savez, il y avait dans le programme intermédiaire, c'est vrai, il y avait une certaine rigueur, où c'était plus dur en fait. On était plus strict avec les apprenants. Mais c'est vrai qu'il y avait bon, les gens réussissaient, les gens essayaient, mais on les concrètement, qu'est-ce que ceux qui ont fait le plan, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Pratiquement. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Ah, mais nous avons les cadres de nos sociétés aujourd'hui, oui. Nous avons les cadres de nos institutions. C'est des gens qui ont été formés dans le programme intermédiaire, mais qui ont évolué avec le temps et ont compris la nécessité de mettre en place un nouveau programme qui est l'approche par compétence. Vous voulez dire qu'ils ont effectué des mises à jour de leur Peut-être ça. Voilà. C'est juste que il y a des programmes qui ont connu leurs limites avec le temps et que les hommes ont eu le mérite donc, de voir cela et de mettre en place un autre système éducatif. Ben, tout juste pour permettre à nos interlocuteurs de vous suivre, quelles sont les grandes, de façon précise, quelles sont les grandes réflexions que vous avez menées sur le programme de mathématiques en terminale C dans l'enseignement? Alors, je vais vous montrer. Bon, je laisse tout ça là-bas. J'ai eu à travailler profondément sur le programme. Le programme de mathématiques en terminale, c'est un programme assez dense, c'est très dense. On va y revenir, ce qui rend dense le programme. J'ai travaillé, bon, je ne vais pas aller en profondeur de tout ce que j'ai eu à faire, mais d'abord quand on entre dans le cours, vous savez, il y a un certain, le cours dans certaines séquences d'apprentissage ont été faits de manière mystifiée. Ce n'est pas l'intention de mystifier, mais ça ne permet pas réellement à l'apprenant de saisir concrètement ce qu'il faut. Et j'ai compris aussi, bon, cette confusion m'a amené à définir strictement les objectifs d'apprentissage. De telle sorte que quand l'apprenant il finit son cours, il doit savoir que non, je dois retenir ceci, je dois retenir ceci. Bon, je n'ai pas retenu ceci. Donc je dois pouvoir faire une mise à niveau. Maintenant, quand on vient dans le programme, quand on vient dans le programme de la terminale C, j'ai eu à violer à un endroit le pédagogiquement correct, au niveau de la SA3. Il y a une séquence d'apprentissage. La première s'appelle les isométries du plan. Puis la deuxième, ce sont les applications affines. Mais moi, j'ai renversé ça. J'ai renversé les deux séquences d'apprentissage parce que les isométries constituent un cas particulier des applications affines. On va y revenir lors de la publication. Et ça crée souvent une certaine confusion. Les apprenants, ils font les applications affines, ils viennent faire les isométries, mais ils ne comprennent pas la nuance. Il y a souvent une grande confusion. Du coup, quand les exercices viennent sur cette partie, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Maintenant, la dernière séquence d'apprentissage de la SA3, les similitudes planes directes, il y a direct, indirect, les similitudes planes directes, les similitudes planes directes, pardon. Alors, il y a des exercices qui viennent sur les similitudes planes indirectes dans nos examens. Mais les manuels SIAM, par exemple, ont été nés sur la question. Il n'y a pas la moindre ligne, la moindre propriété qui a été rédigée sur cette partie du cours. Et je peux dire aussi que je n'ai pas encore vu des propriétés, des théorèmes sur les similitudes planes directes dans un livre. Je dirais même que je suis le premier à y assister. Les théorèmes qui ont été systématisés dans mon livre ont été conçus par moi-même sur cette partie. Je ne les ai pas vus, je ne les ai vus dans aucun livre. Donc ça déjà c'est un travail majeur. Maintenant, le travail qui a été fait, c'est par rapport à la révision du format des épreuves en approche par compétence. Vous savez, le mal de notre système éducatif, c'est le fait qu'il n'y ait pas une évaluation de l'enseignement. Alors, on applique des programmes sur nous sans jamais tâcher de nous demander qu'est-ce que vous ressentez, quelles ont été vos difficultés. Pensez-vous que l'avis de l'élève est nécessaire dans ce cas? Mais oui, monsieur Nato, absolument. Parce que, alors, éduquer quelqu'un, écoutez, si vous êtes un père de famille, c'est vrai que vous voulez le bien de votre enfant. Mais quelquefois,
vous pouvez le consulter aussi pour certaines décisions. Parce que, parfois, vous pouvez vous sentir un peu... Mais on sait que la Parce conscience... qu'après tout, c'est lui qui subit. C'est lui qui subit. Donc, ce sont les apprenants qui subissent le programme. Alors, les épreuves, on n'approche pas compétence. Dès que vous prenez l'épreuve comme ça, on vous assort des données mathématiques dans le contexte. Déjà, vous lisez, il y a une certaine panique qui s'écrit à votre niveau. Même, quand bien même que nous étions dans les super-héros en mathématiques, on avait cette difficulté. Et de plus, il y a un problème, le premier problème qui se pose sur nos épreuves, c'est un problème d'un point de vue de la cohérence. Vous savez, le contexte d'une épreuve devrait concerner toute l'épreuve, mais pas une partie de l'épreuve. Déjà, quand on lit le contexte d'évaluation d'une épreuve, on devrait être en mesure de savoir tout ce qui a été développé sur l'épreuve. Mais malheureusement, sur nos épreuves, le contexte d'évaluation concerne inclusivement les données du problème 1. Peut-être légèrement, on essaie peut-être de parler légèrement du problème 2, mais en général, c'est pas toujours comme ça. Alors, les épreuves sont conçues de telle sorte que l'apprenant commence la résolution par le problème 1. Ce qui est dangereux, parce que le sujet qu'aborde par exemple le problème 1, l'apprenant peut ne pas être à l'aise avec ce sujet. Dans ce cas, il va cafouiller sur l'épreuve. Maintenant, ce format aussi, parce que je parle juste des problèmes de forme, je ne suis même pas entré dans le fond, ce format aussi ne donne pas une certaine liberté aux enseignants. Quand on devrait englober beaucoup de données dans un contexte, c'est très difficile. Et ça ne permet pas d'aborder un certain nombre de notions. Ce qui est encore de très dangereux sur nos épreuves, c'est que quand vous prenez par exemple le problème 1, si vous ne commencez pas par le problème 1 et que peut-être vous commencez par le problème 2, vous pouvez vous retrouver à un moment donné en train de faire un double travail. Et puis, d'abord, vous n'allez pas le temps à analyser inutilement les données du problème 1. Puis au niveau du problème 2, peut-être que vous êtes à l'aise, vous serez obligé de faire peut-être un double travail. Il y aura peut-être une question qui a été résolue dans le problème 1 qui peut vous faciliter la vie, et la résolution dans le problème 2. Je ne vais pas parler en l'air. Je donne par exemple le test APME, série D 2013, c'est le cas. Lorsque vous ne commencez pas par le problème 1 et vous tombez sur le problème 2, vous allez faire un double travail. Mais les examens d'aujourd'hui sont conçus à telle enseigne que l'élève peut aborder le problème 3, le problème 2, comme il veut. Les tests, c'est autre chose. C'est pas aussi aisé comme vous le dites. Ils essaient d'assurer une interdépendance entre les problèmes, une dépendance entre les différents problèmes. Maintenant, ça cause beaucoup de problèmes. Comme je dis, je ne vais pas entrer dans il y a la lettre ici. J'ai écrit toute une lettre à ce sujet. Ça c'est une lettre, ouais. Ça c'est une lettre que j'ai adressée, que je voudrais adresser au bureau de l'association des professeurs de mathématiques du Bénin et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire. Mais à un moment donné, j'ai refusé d'envoyer la demande parce que je sais que ça ne va pas être examiné. Ils ne vont pas m'écouter. C'est pourquoi je me suis dit, je vais faire la révision dans mes documents et quand ils vont savoir, avec tout l'argumentaire possible, ils vont pouvoir être en mesure de savoir ce que... Alors, qu'est-ce que je propose concrètement pour les formats? Je dis, proposer un contexte suffisamment neutre qui ne va pas effrayer l'apprenant. Quand il prend l'épreuve, qu'il soit relax, il lit le contexte. Bon, il sait que, on a parlé du temps dans le problème 1, on a parlé du temps dans le problème 2, dans le problème 3. Maintenant, on prend le problème, il faut qu'il y ait un titre. Situation problème numéro 1. On donne le titre. Dès que l'apprenant prend l'épreuve comme ça, en fouillant, il lit le titre du problème 1, le titre du problème 2, le titre du problème 3. Il sait globalement ce qui a été développé sur l'épreuve. Il est libre, puisque le contexte n'inclut pas. Mais les épreuves d'aujourd'hui comportent des sous-tâches où on essaie de donner la tâche. Il y a juste, sur les épreuves de mathématiques, il y a juste une tâche globale qui dit vous allez faire ceci. Le reste, c'est des problèmes. Et puis, il y a même, je vais même parler même de l'organisation de l'épreuve. Quand on voit l'épreuve, je ne vais pas critiquer. L'idée de l'épreuve est très géniale, mais il y a des insuffisances, c'est ça que je dis. Par exemple, on parle du problème, quand je n'ai pas un format en tant que tel ici, mais quand on veut parler du problème de, par exemple, on va avoir un contexte pour le problème de, en même temps on fait sur ça d'une consigne. Il faut spécifier consigne. Et avant d'énoncer les consignes. Donc tout ça, c'est d'un point de vue de la commodité, ça ne marche pas. Et puis il y
il y a beaucoup de problèmes. On n'aura pas le temps de revenir suffisamment sur ce format. Bien, nos Je auditeurs pense sont que- un peu patients de savoir ce qui fait en réalité l'originalité de votre livre. Et qu'est-ce qui distingue votre livre des autres livres du marché? Alors, Monsieur Nato, le livre, il y a un certain point de ressemblance dans les livres. Qu'est-ce qui peut faire l'originalité d'un livre d'abord, avant de revenir à mon cas? Vous savez, il y a la cohérence organisationnelle d'un livre. Il faut que le livre soit beaucoup organisé. Dès que quelqu'un qui veut lire le livre, dès qu'il prend le livre comme ça, il ouvre, il doit savoir globalement tout ce qui a été développé dans le livre, peut-être au niveau de la table des matières. Maintenant, il faut bien numéroter les cours, structurer les exercices, tous. Donc, il faut vraiment une certaine organisation. Il faut la pertinence mathématique. La pertinence mathématique. Il faut éviter au minimum les confusions mathématiques, les erreurs. Les erreurs mathématiques, d'abord les erreurs mathématiques et les erreurs linguistiques. C'est très important. Maintenant, il faut la rigueur mathématique dans les corrigés. Il faut une certaine précision. Il faut construire des phrases mathématiques. On ne crie pas, voilà, x égale, et puis on laisse une phrase comme ça. Non. Il faut que ce soit comme une littérature qu'on rédige, bien structurée. Donc, ça, c'est déjà ce qui caractérise l'originalité, la pertinence d'un livre. Revenons à mon cas, je dis que je suis en train de travailler pour démystifier les mathématiques. Alors, j'ai eu à réfléchir sur le programme. Je viens de vous parler tout à l'heure du style pédagogique dans lequel je rédige les documents. Et je peux vous garantir qu'il n'y a encore aucun livre au Bénin qui ait réussi à contextualiser les exercices d'apprentissage comme je le fais dans ma deuxième édition, quand bien même l'APC existait il y a un bout de temps. Donc vous sous-estimez les autres livres sur le marché. Non, monsieur Nato, j'ai jamais dit ça. Mais vous venez tout juste... Non, je n'ai jamais dit. J'ai juste souligné quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, j'ai travaillé aussi les objectifs d'apprentissage. Il n'y a pas un livre qui énonce les objectifs d'apprentissage comme je le fais. Vous savez, les objectifs d'apprentissage constituent non seulement un guide pour moi-même dans l'élaboration des exercices d'apprentissage, mais aussi un guide de suivi du programme pour les apprenants. Quand l'apprenant est fini d'étudier, même à la veille de son examen, ils doivent être en mesure de dire, est-ce que tout ce qu'on veut de moi, est-ce que j'ai maîtrisé ça? Donc, en parcourant les objectifs, objectif 1, tu dois être en mesure de connaître ceci, de faire ça. Quand il parcourt tout ça, il maîtrise tout, c'est fini. Il sait qu'il maîtrise tout. Et quand on l'évalue, il doit être en mesure de répondre. C'est un peu un problème organisationnel. Donc ça déjà, ça montre. Maintenant, quand vous prenez le livre, c'est pas moi-même qui vais apprécier le style, la pertinence de mon document. Je vais laisser les utilisateurs. Mais quels sont les objectifs clés que vous poursuivez lorsque vous publiez vos documents de la collection Sono? Alors, a priori, comme je viens de le dire, mon objectif est de démystifier les mathématiques. Vous savez, je faisais la série C. J'ai fait la première C. Puis je devais aller en terminale C. Mais j'ai dévié en terminale D avant de faire le bac C après. C'est pas parce que enfin, je craignais me taper une mauvaise note, voilà, un 3 au bac. Donc, je craignais ça, ou bien un 6 au bac peut-être. Donc là, je ne voulais pas ça. Ça allait baisser suffisamment moyen. Parce que dans le temps aussi, le contexte n'était pas favorable pour faire la terminale C, en tout cas pour moi. Donc du coup, j'ai fait la terminale D. Et puis, pendant quand j'étais candidat pour le bac C, j'ai vu que c'était très difficile d'étudier dans le contexte. Parce qu'il n'y avait pas les ressources qui devraient m'accompagner. Quand bien même j'avais un bagage assez élevé. Bagage intellectuel? Oui, enfin, en mathématiques, en faisant la série D. Mais ça a été très difficile pour moi de me préparer pour le bac C. C'est là, en 2015, en janvier 2015, que les premières lignes de collection Sono ont été rédigées. Maintenant, les objectifs qui vont se poursuivre actuellement, c'est d'étendre. Vous savez, le problème, c'est pas au Bénin seul. Le problème, c'est presque dans tous les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc, mon problème, c'est d'harmoniser le programme de mathématiques en Afrique, l'Afrique francophone, tel que les mathématiciens les avaient fait. Il y a, voilà, à peu près en 2000, dans l'an 2000, 1999-2000.
Donc, c'est un peu ça. Alors, je travaille dans cette dynamique. Je sais que ça ne va pas être si aisé que ça, mais je pense qu'avec le temps... Comme vous venez de le dire, vous avez dit que cela ne sera pas si aisé que ça, parce que vous êtes en train de vous fixer des objectifs, toute une montagne d'objectifs. Pensez-vous vraiment que ces objectifs sont atteignables, vu la situation économique, sociale et technique au Bénin en général? Oui, ce n'est pas si facile que ça. C'est pas vraiment si facile de pouvoir atteindre cet objectif parce que, vous savez, je ne suis pas... D'abord, il y a des problèmes à mon niveau. Hein. J'ai eu le bac D, j'ai eu le bac C, mais c'est insuffisant. Je ne suis pas... Je n'ai jamais été enseignant. Je ne suis pas un mathématicien didacticien. Je ne suis pas un méthodologiste, mathématicien méthodologiste. Donc, je n'ai aucune qualification en mathématiques. Et ça fait que, d'un côté, c'est difficile d'être écouté. Ben, je pense que, et puis, comme vous venez de le souligner, situation économique, on vit dans une grande pauvreté. Par exemple, quand on rédige les livres, on va vendre les livres. Moi, j'aurais bien aimé distribuer gratuitement les livres à tout le monde. Mais je n'ai pas les moyens. Mon objectif, c'est de travailler pour former des mathématiciens compétents. Vous savez, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que quand l'apprenant, il prend une théorie mathématique, il est en mesure de dire au professeur avec assurance que je dis que telle chose peut faire telle chose. Mais il peut faire une philosophie sur une théorie. Mais il faut avoir que il faut qu'il y ait les ressources nécessaires pour nos apprenants. Mais la pauvreté est énorme. Donc, ça va être difficile, mais je pense qu'avec le temps. Nous espérons bien que vous allez atteindre ces objectifs. Vous reconnaissez quand même un certain niveau de difficulté dans l'enseignement des mathématiques. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Puisqu'on parle en général que les maths sont hyper compliquées. Oui, effectivement, le programme de mathématiques, je l'avais dit au début, le programme est dense. Je reconnais un certain niveau de difficulté dans le programme de mathématiques en terminale C. Alors, mais pour parler des difficultés qu'il y a en mathématiques, je pense que je vais vous préciser d'abord les différentes facettes des mathématiques. Vous savez, M. Adamé, il y a les mathématiques simples. Je divise les mathématiques à 4 niveaux. Il y a les mathématiques simples, il y a les mathématiques complexes, il y a les mathématiques lourdes, puis il y a les mathématiques difficiles. Les mathématiques simples, c'est quoi? C'est ce qui est facilement saisissable par l'esprit. Par exemple, quand on dit que M. Kamel est moins âgé que Kokou, et que voilà, Kokou est moins âgé que Mazdouk, donc Kamel est moins âgé que Mazdouk. Ça, c'est quelque chose qui est facile à saisir par l'esprit. Mais quand on prend quelque chose qui est complexe, ce n'est pas quelque chose qui est forcément difficile. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses, de mélange à l'intérieur qui rend ça complexe. Ce qui est le plus complexe en mathématiques, c'est la géométrie. Il y a les mathématiques lourdes. C'est ça, les mathématiques lourdes sont basées sur des gros calculs, des calculs lourds. C'est ça, par exemple, on fait en actuariat, c'est de lourds calculs qui ont souvent recours à la programmation des logiciels d'analyse de données. Maintenant, il y a les mathématiques difficiles. Les mathématiques difficiles, on vous pose le problème simplement comme ça. Puis vous ne savez même pas là où vous allez commencer. Je vais vous donner un exemple ici. Vous voyez juste ça, cette équation? Oui, ça on l'appelle le grand théorème de Fermat. Ça dit quoi? Que l'équation là n'admet plus de solution